Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Bruges, dans la banlieue bordelaise, pour rencontrer Floriane Laville, maraîchère de profession. Elle a fait des fruits rouges sa spécialité. Les fraises et les framboises n'ont plus de secret pour elle. Floriane s'est installée à l'âge de 20 ans, ce qui a fait d'elle la plus jeune agricultrice de Gironde. Elle a suivi les pas de son père, lui-même maraîcher, et qui lui a donné toutes les clés pour embrasser cette profession. Vous le verrez, Floriane fait partie des gens qui ont quelque chose en plus. Elle rayonne, il n'y a pas d'autre mot. Pourtant, son métier est difficile et semé d'embûches. Elle nous le raconte très bien dans cet épisode. Passionnée toujours, révoltée parfois, elle s'accroche pour l'amour de son métier. Si vous voulez aider Floriane, elle vient de lancer une campagne Ulule pour que vous puissiez parrainer un de ses cerisiers et l'aider ainsi à lancer cette nouvelle activité. N'hésitez pas, elle le mérite vraiment. Je vous mets toutes les infos dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Floriane. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors déjà, je voulais vous remercier aussi de vous intéresser à nous et puis je remercie les gens qui prendront la peine aussi d'écouter le podcast. Alors moi, je m'appelle Floriane Laville, j'ai 25 ans. Je me suis installée en 2019 en tant que plus jeune agricultrice de Gironde. J'ai choisi de me spécialiser dans la fraise sous culture suspendue. Donc ça demande, c'est une nouvelle méthode pour, on va dire, essayer de travailler avec moins de pénibilité. Oui, on va en parler. On va en parler et je me suis installée grâce à l'aide de mon papa. Voilà, parce que je travaille avec mon papa. Qui est juste à côté. Qui est juste à côté et qui lui est maraîcher depuis bientôt 35 ans. C'est une histoire de famille puisque lui représente la 5e génération. Et moi, la 6e. Magnifique. Voilà. Et alors, ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer en tant que maraîchère ? Tu t'es lancée très jeune, tu l'as dit, à 19 ans. Voilà, moi j'ai fait mes études, alors j'ai fait des études d'aménagement paysager. Donc on n'est pas trop loin, on reste quand même dans le circuit un petit peu nature. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail à cette époque-là, vu que j'étais une femme. Donc j'ai fait des petits boulots à droite et à gauche. Et puis un jour, mon papa m'a dit, écoute, viens travailler 1 an avec moi. Puis on verra comment ça se passe. Si tu te sens bien, si tu veux continuer. Et au final, en 1 an... j'ai été complètement mordue. Ouais. Voilà, et j'ai pas pu décrocher. Et mon papa réfléchit à une installation qui pouvait aussi me mettre en sécurité. Parce que le maraîchage, c'est très difficile au jour d'aujourd'hui. Et il avait très peur pour moi que je reprenne son entreprise. Il avait peur que je me loupe et que j'ai des investissements, que ça finisse mal pour moi. Donc du coup, il a cherché une activité toujours dans le maraîchage, mais où je puisse surtout travailler sécurisé. Voilà, que je puisse ne pas avoir de difficultés, des bonnes ventes, un produit aussi qui rapporte, qui est rentable. Ouais, bien sûr. Parce que une salade au jour d'aujourd'hui c'est 50 centimes. Donc c'est difficile de gagner sa vie parce qu'on la récolte, on la plante, on se fait vite dépasser par les coûts de production. Donc on a choisi de m'installer dans la fraise parce qu'il y avait une vraie demande. Nos clients aussi nous l'a demandé. Et puis avec les années maintenant, vu que ça fait maintenant 5 ans, je me suis installée aussi dans la framboise. Oui, avec une entreprise qui s'appelle Fraisiflore. Avec une entreprise qui s'appelle Fraisiflore et ce petit nom a été choisi par mes clients. Avant, il n'y avait pas encore cette crise sanitaire et on avait fait un grand repas et j'avais demandé à tous les gens qui étaient présents de mettre un petit nom qui me verrait bien dessus sur un petit papier rouge et à la fin du repas, j'en ai sélectionné 10 et sur ces 10, il y avait Fraisiflore. Donc j'ai gardé, c'est une cliente qui a trouvé ce nom d'entreprise. Magnifique. Et donc tu fais de la fraise, de la framboise aujourd'hui et là tu te lances sur la cerise, c'est ça ? Voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, on fait moi de manière autonome avec mon entreprise, je fais fraises et framboises. La cerise, c'est un projet commun avec mon papa. D'accord. Voilà, la cerise, c'est vraiment notre projet abouti de 3 ans de travail. Mais moi, je me suis vraiment spécialisée dans la culture suspendue. Il faut savoir que quand je me suis installée, je ne connaissais rien là-dedans. J'ai tout appris sur terrain. J'ai vraiment tout appris sur terrain parce que c'est des métiers où on peut avoir une base
avec une formation ou un diplôme, Ouais. mais on n'a pas l'expérience. Ouais. Et c'est des métiers d'expérience. Et alors justement, culture suspendue, quand tu dis ça, est-ce que tu peux nous décrire là ce qu'on voit? En fait, tu fais des fraises, donc là on parle des fraises, mais les framboises c'est pareil. C'est pareil. C'est hors sol en fait, C'est donc hors elles sol. sont vraiment suspendues en hauteur. Je mettrai des photos sur les réseaux sociaux de la Clé des Champs. Mais est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as fait ce choix et combien tu as de pieds là qui nous entourent? Alors nous, le choix il est parti, mon papa a rencontré de gros problèmes avec des pollutions de sol. Il y a 5-6 ans, il y a eu de véritables problèmes dans la zone maraîchère, dans la zone Labattu, dans le parc des Jalles, à Bruges, là où je travaille. On a trouvé des molécules qui avaient environ entre 50 et 60 ans dans les sols. Et nous, on est responsable de ce qu'on produit. Tu parles de pesticides qui Voilà. avaient été qui avaient été mis dans les sols par des produits homologués à l'époque. Et on se rend compte que ces molécules, elles n'ont pas disparu. Donc je rappelle, attention, c'était bien des produits homologués. Hein. Donc du coup, on a eu très peur parce que moi j'ai fait mes essais. À la base, je faisais de la fraise par terre. D'accord. Et déjà, autre que la contrainte physique, parce que la fraise par terre, c'est 7 heures, 8 heures par jour à 4 pattes. Hein. On cherche les fraises, on les retourne aussi pour qu'elles prennent le soleil de manière homogène. Parce que vu qu'elles sont posées sur une bâche, il faut tourner la fraise pour pas qu'il y ait cette face blanche là. Donc ça demandait un gros travail. Et suite à ces problèmes qu'on a rencontrés, mon père il a dit stop, le sol, on va commencer à changer de méthode de travail parce que si je peux pas t'installer avec derrière, on m'interdit la vente de mes produits. Oui, parce que j'ai vu que ton père, il s'était fait interdire la vente du concombre et de la courgette, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là aussi, on a trouvé tout ça, des solutions, mais c'est des solutions des années de travail. Mais quand ça nous tombe dessus, ces problèmes-là, on n'a pas forcément de solution immédiate. Il faut réfléchir, il faut reconsolider l'exploitation. Donc je me suis installée, en fait, mes fraises, c'est tout simple. Elles poussent à 1,40 m du sol. Ouais. Donc elles sont elles sont dans un sac. Ce sac, il y a de la tourbe et de l'écorce de pin dedans. Donc la tourbe, c'est nutritif. La tourbe, ça, en fait, ça vient des tourbières. C'est les sols marécageux. Dedans, il y a de la tourbe. Donc c'est fait localement. C'est-à-dire que c'est fait dans les Landes. Magnifique. Donc ça vient de chez toi. Donc c'est fait dans les Landes. C'est de la tourbe française et de l'écorce de pin française. Donc l'avantage de mes sacs aussi, c'est qu'ils sont éco-certifiés. C'est-à-dire que c'est coupé dans des forêts qui sont contrôlées. D'accord. Donc un arbre coupé, un arbre planté. Voilà, ça aussi, c'est des choses où j'essaye de travailler avec l'environnement. C'est pas pour le détruire derrière dans ma matière de production. Une fois le sac posé, on va planter le plant dedans et ça va être irrigué par ce qu'on appelle du goutte à goutte. Et c'est dans ce goutte à goutte que tout va se passer. Voilà, parce qu'il faut savoir que le hors-sol, tout est géré par l'eau. On a une première base où on fait analyser l'eau pour savoir quelle matière on a dans l'eau, calcium, fer, voilà, tout ce qu'on peut retrouver de nutritif dans l'eau. Et après, on va rajouter un apport nutritif, voilà, pour la plante, de manière à ce qu'elle pousse dans des conditions parfaites. Et donc, quand tu parles de goutte à goutte, c'est vraiment pour que les auditeurs comprennent des tuyaux en fait qui desservent tous les plants. Voilà, c'est un tuyau sur toute la longueur. Donc moi, j'ai des allées de 50 mètres. Donc c'est un tuyau qui va faire 50 mètres et qui va être percé sur 1 mètre 7 fois. Et ça va vraiment faire du goutte à goutte. Donc autre chose, c'est que c'est énormément d'économie d'eau. Dans le domaine agricole, on a besoin de trouver des solutions pour le monde de demain. Et je pense que l'eau va être un véritable problème. Et notre avantage, c'est aussi que tes fruits sont hyper propres. C'est impeccable. Alors, là, il n'y a pas de terre, il n'y a rien dessus. Mes fruits sont très propres, c'est-à-dire que du coup, le fait d'être suspendu, je vais avoir beaucoup moins de contraintes au niveau de la saleté du fruit. Moi, la seule chose qu'il peut y avoir, c'est un peu de poussière. Voilà, la poussière qui vole. Mais sinon, les fruits sont très sains. J'ai pas de problème aussi de nuisibles, vu que je ne suis pas par terre. Tout ce qui est souris, petits rats, les lapins, tout ça, je ne le rencontre plus parce que mes fraisiers sont suspendus. Ouais. Mon problème maintenant, c'est les oiseaux. Mais bon, les oiseaux, ça se gère. D'où les chiens qu'on entend. D'où les chiens, voilà, c'est ça. Ils sont là pour ça, voilà. Et rappelle qu'ils sont là, pour pas qu'on les oublie. Et après, donc là, on est sous serre aussi. Et ça, j'avais envie d'en discuter un peu avec toi. Pourquoi tu as fait ce choix d'installer cette serre? Parce que j'imagine que c'est quand même un investissement qui doit être colossal pour une jeune maraîchère qui s'installe. Pourquoi ce choix? Alors, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai retroussé les manches. J'avais pas forcément le financement pour pouvoir installer des structures neuves. Donc, j'ai retroussé mes manches et j'ai cherché du matériel d'occasion. Le matériel agricole, plus on évolue dans les années, plus il coûte cher. C'est très compliqué pour nous de faire derrière des amortissements qui sont rentables parce que le matériel coûte déjà très cher, en plus de la main-d'œuvre derrière. Donc, une serre que tu vois, là, la serre fait 116 mètres de long, 16 mètres de large, donc c'est ce qu'on va appeler une multi-chapelle. Dans cette double chapelle, il y a beaucoup de boulons et c'est moi qui les ai tous posés. Donc cette serre, je l'ai démontée
du côté du Lot-et-Garonne à un monsieur qui a arrêté sa production de tomates. Je l'ai démonté moi-même, donc ça a pris 2 semaines et j'ai mis 6 mois à la remonter ici. Impressionnant. Voilà. S'il y a besoin sur la Tour Eiffel pour la Tour Eiffel ou Notre-Dame, si Monsieur le Président nous écoute, Notre-Dame, qu'il y a de la charpente à faire, je serai au point. Non, mais c'est vrai que pour donner une idée aux gens, une serre comme ça, au jour d'aujourd'hui, toute l'installation hors sol comprise, on est autour des 170 000 euros. D'accord. Moi, j'en ai eu pour 50 000 euros. Par contre, ça a été 9 mois harassants pour moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment construire, en plus après d'avoir sa production, et toujours s'emménager, se restructurer, c'est très compliqué. Il faut trouver le temps. Mais pour ça, j'ai eu de la chance d'avoir aussi mon papa qui croyait en moi. Et alors, c'est quoi l'avantage d'avoir une serre et pourquoi tu as fait tout ça? Alors moi j'ai fait une serre pour reproduire un microclimat. Il faut savoir que la fraise sous tunnel, déjà on augmente la précocité naturellement. Pourquoi? Parce qu'avec un petit rayon de soleil dehors, même s'il fait 16 degrés, dans la serre on va atterrir à 23. Là on le sent bien. Parce là on fait froid dehors et là on est sans manteau, sans rien. On est presque en t-shirt, faut le dire. Donc, et pourtant dehors, voilà, il y a un grand vent, ça va couper des aléas climatiques. Donc ça va m'apporter une sécurité à ma serre et ça va permettre aussi aux pollinisateurs de venir plus tôt dans la saison. Moi, chez moi, là, il y a déjà des bourdons qui sont en action, alors que pourtant, on n'a pas encore vu d'abeilles. Et c'est aussi que ça rejoint un peu le hors-sol sur ce point-là, mais que c'est plus confortable pour travailler. J'imagine que pour trouver de la main-d'œuvre, pour toi, c'est plus simple. On est au chaud, à hauteur. Voilà, on a un gros problème au jour d'aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de mal à trouver la main-d'œuvre, la main-d'œuvre nécessaire pour toutes nos activités sur l'exploitation. Pourtant, ça c'est quelque chose qui est fort dommage parce qu'on a des métiers où c'est vrai qu'on se fait souvent une idée bien conçu de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut voir, mais malheureusement c'est pas que le soleil, c'est pas que le vent, c'est pas que la pluie, c'est dur, c'est des métiers qui sont physiques. Le fait de travailler en hors-sol, en culture suspendue, c'est juste magnifique. On a une position droite. Moi j'ai pas de problème pour recruter. Ça m'a permis aussi d'embaucher beaucoup plus de femmes qui pouvaient un peu se sentir mises à l'écart par un travail on va dire un peu plus brut de pomme que peut être le maraîchage, parce que c'est vrai que la patate on la ramasse par terre, hein. On la mange facilement, mais ça se ramasse par terre. Oui. Et si on peut pas la ramasser par terre et qu'on a personne, comment on va manger des frites? Et on est beaucoup à vouloir manger des frites, mais pas beaucoup à vouloir ramasser la patate. C'est ça. C'est un peu le problème. Et c'est vrai qu'on est dans des vraies problématiques. Et moi, j'ai envie de donner aussi une idée de création d'avenir pour les jeunes de demain, parce que les jeunes de demain, ils ont peur de beaucoup de choses. On a beaucoup de mal à se rémunérer. Donc, si on peut leur apporter déjà des techniques de travail qui sont allégés, où on peut ne pas forcément avoir mal au dos, où on peut, ça c'est que du plus quoi. Il faut pas oublier que nous on travaille 7 heures par terre, le nez au sol, et puis la terre elle est basse. Hein. On se rend compte que là la terre elle est basse. Carrément. Et alors tu parlais de l'écosystème que tu recrées. En fait je trouve ça un peu fascinant parce qu'en fait vraiment tu recrées l'écosystème ici, tu le disais, avec les bourdons, les coccinelles, l'eau, l'aération. En fait c'est un vrai travail de recréer la nature. Dans ma serre je recontrôle tout, mais je le dis souvent, hein, les gens je pense qu'ils l'ont un peu oublié, mais les premières personnes qui sont vraiment touchées par l'écologie, c'est nous, parce qu'on est obligé de tout comprendre. On est obligé de comprendre comment fonctionne un insecte, de quoi il a besoin si on veut le garder, comment fonctionne la plante, pourquoi la plante elle a jauni, pourquoi qu'est-ce qu'il peut avoir comme maladie, pourquoi ma fleur ou mon fruit est déformé par exemple. Tout ça c'est des gages de qualité en fait. Et moi j'ai la chance de travailler que sur 1 hectare. Il y a aussi la superficie qui y fait et que je peux énormément porter d'attention à mes plants vu que je n'ai qu'1 hectare. Les personnes qui en ont 3, c'est beaucoup plus difficile d'y accorder beaucoup plus d'attention comme moi je le fais déjà. Donc après j'ai une petite structure et du coup j'ai aussi un financement qui est restreint, où il faut que je fasse très attention à mes dépenses, tout ce que je fais. Vu que je suis jeune aussi, j'ai pas de trésorerie, donc j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai jamais le droit à l'erreur. Donc tout ce que tu vois là, les 33 000 plants de fraises et mes 400 pieds de framboises, ils sont chouchoutés. Tu les connais tous. Je leur chante pas une musique le soir, mais j'apprends à communiquer d'une autre manière avec eux. Je pense que les gens comprendraient mieux comment la nature fonctionne si déjà ils comprenaient eux-mêmes les aléas qu'ils peuvent rencontrer. Quand on a trop chaud, on va moins manger. La plante, c'est pareil. Quand elle a trop chaud, elle va beaucoup moins manger. Quand on a froid, on consomme plus. On a besoin de la raclette, tout ce qui est bien bourratif, tout ce qu'on aime, mais on le mange pas quand il fait chaud. Mais la plante, c'est pareil. L'hiver, elle va beaucoup plus consommer. Tout ce qui est le microclimat au niveau de l'herbe, du soleil, tout ça, c'est reproduit par l'effet de la serre, où il y a une bonne aussi ventilation pour l'été. Et il faut pas oublier que la spécialité de la fraise, c'est 17 degrés, pas plus. D'accord.
Ouais. Et justement, la serre, des fois, elle est accusée d'être énergivore parce que parfois, on chauffe un peu plus pour maintenir une température ambiante, etc. Toi, comment ça se passe en termes de chauffage, d'éclairage, tout ça? Alors moi, je ne cherche pas la précocité. Voilà, tout simplement. La précocité du fruit. Voilà, la précocité du fruit. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas encore de fraises. On est le 16, je crois, le 16 mars aujourd'hui, et je n'ai toujours pas de fraises. Et mes clients me disent, oui, mais moi, j'en ai trouvé, j'en ai vu des fraises. Mais oui, mais je leur explique que on est le 15, donc le 15. Mais il y a mes clients qui me disent... c'est ma fête, c'est la Saint-Louise. Ah, mais bonne fête, Louise, bonne fête. J'avais oublié qu'on était le 15 mars. Bonne fête, c'est génial de venir chez moi avec ta fête. C'est magnifique. C'est une belle rencontre, c'est un signe. Et du coup, non, c'est vrai que les clients, en fait, je veux pas les habituer à avoir de la fraise au 15 janvier ou au 15 février. Ça m'intéresse pas de chauffer aussi pour une situation écologique, comme tu as pu le dire, et économique. C'est les deux. C'est deux choses qui... J'ai pas envie de chauffer pour maintenir une température idéale et pour avoir de la précocité. Et aussi parce que j'ai pas envie de m'attirer, de faire payer le fuel à mes clients. Ça m'intéresse pas de répercuter ce prix-là. Je préfère attendre et que les gens prennent patience. Et la fraise, elle n'en sera que meilleure derrière. Ouais, bien sûr. Également, donc, tu fais du hors-sol, tu fais de la serre. Des fois, d'un point de vue extérieur, on peut dire, mais elle travaille pas avec la nature, en fait. C'est artificiel. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Tu te sens comment par rapport à ça? Moi, je pense que je peux apprendre beaucoup de choses sur beaucoup de points que la nature elle a à nous donner. J'ai été élevée, moi je suis née dans une famille d'agri, donc la difficulté du terrain, je la connais mieux que quiconque. Et je pense qu'à l'heure actuelle, notre génération, elle a envie de solide, elle a envie de changement. Elle veut émaner un peu ce qu'on a pu accroître de surconsommation. Et avec un outil de travail comme le hors-sol, c'est vraiment c'est que du bonheur, quoi. Ouais. Vraiment, c'est que du bonheur. Et puis c'est important pour toi d'innover aussi. C'est important pour moi d'innover. Je pense qu'il faut, avant de dire non, je veux pas en manger, il faut apprendre et savoir comment ça fonctionne. À l'heure actuelle, le hors-sol, c'est des conditions de travail meilleures, c'est des économies d'eau. Mon père, pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, mon père, quand il va irriguer un champ de pommes de terre, il va utiliser par tête d'asperceur, tu sais, ces petits asperceurs qui vont dans les champs. Une tête peut déverser jusqu'à 1 à 3 tonnes d'eau à l'heure. Moi, en pleine saison, plein jour de cagnat à 40 degrés, si j'arrose 200 litres d'eau, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est pour donner une idée. Si tu as 25 asperceurs dans un champ et la plante, elle va même pas en consommer 20%, parce qu'il y a beaucoup qui part en évaporation. Une fois sortie de l'évaporation, la plante, elle va pas consommer. Il y en a qui partent dans les nappes. Donc tout ça, cette eau, elle est perdue. Et moi, dans le sac, vu que le sac, bon, c'est la seule chose qu'on n'a pas encore réussi à trouver, mais le sac est entouré de plastique. Mais le plastique, regarde Louise, si tu mets ta main pour le dire, regarde comment le plastique est frais. Ouais. Ça maintient l'eau. Voilà. Donc après, moi, cette tourbe, en plus, je la réutilise. C'est-à-dire que je la mets dans les serres à mon père, où les sols ont été abîmés avec le temps. Malgré les rotations de culture, malgré des cultures les plus saines possibles, les sols, ils s'abîment avec le temps. On peut pas toujours les consommer. Ça va aller les 5 premières années. Le sol va être très riche. Passé 5 ans, le sol s'affaiblit. Donc cette tourbe, moi, je la réutilise. Après, on évente les sacs. Je vais emmener mon plastique à la déchetterie et je mets la tourbe dans les serres de mon père pour faire un apport supplémentaire. Bah super. Bon mais parfait. Écoute, je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur, qu'on laisse les chiens tranquilles. Allez, et qu'on discute de tes fraises, parce que j'ai envie que tu nous en apprennes plus et de ton parcours. Allez, à super. Tout de suite. À tout de suite. Allez, on reprend. Clap. Clap. Bon, Floriane, nous voilà revenus un peu au calme à l'intérieur. Alors, tu t'es spécialisée dans les fruits rouges. J'aurais bien aimé que tu nous en parles. Déjà, pourquoi le choix des fruits rouges? Alors, pourquoi le choix des fruits rouges? Parce que on a vu qu'au niveau de notre clientèle, il y avait une très forte demande. C'est vrai que la fraise, c'est un peu le côté cœur du soleil, comme j'aime bien l'appeler. C'est un des premiers fruits qui arrive après l'hiver. Donc les gens, ils sont hyper impatients. Ce fruit, ça ramène du baume au cœur, ça nous rappelle le soleil, la chaleur. Et il y avait une véritable demande. Ça a été très compliqué pour moi de vendre au début à mes clients qui avaient peur. Du hors-sol. Ce mot hors-sol qui vraiment, par les informations, ce qu'on peut voir en Espagne, avait très peur, qu'il a fallu que je consolide, que j'améliore aussi mon rapport, que j'explique à mes clients comment j'allais travailler. Puis je pense que ça se voit sur ma tête, que si je devais faire ce métier, pour tuer les gens, je l'aurais pas fait. Donc les gens, ils ont très vite apprécié. Et puis maintenant, j'ai mes fervents défenseurs derrière moi. Top. Et alors j'aimerais qu'on se concentre sur la fraise, parce que c'est quand même le fruit star, comme tu dis. Je crois que c'est même le fruit préféré des Français. D'accord.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter c'est quoi les grandes étapes de production de la fraise? Alors les grandes étapes, tout d'abord on plante. On va planter sur le mois de novembre, décembre pour ce qu'on va appeler les variétés précoces. Donc chez moi ça va être Gariguette et Cléry. Après on va développer ce qu'on appelle les variétés remontantes. La différence entre les deux, c'est que la précoce, ça va être une variété qui va faire 2 gros jets de fruits et qui après va produire du stolon. Le stolon, en fait, c'est rien, c'est naturel. La fraise, juste après sa production, elle fait du stolon. Et ce stolon, en fait, c'est comme un cordon ombilical avec la maman et le bébé qui va s'étendre au sol jusqu'à toucher le sol et faire l'enracinement au petit et le cordon meurt. D'accord. Donc ça, on coupe. Ça va servir aux pépiniéristes pour faire le plan. Pour moi, ça ne sert pas. Il faut savoir que si je ne fais pas mes plans, c'est uniquement parce que je ne peux pas tout faire. C'est que moi, ma grosse période de production, c'est le mois de mai. Le mois de mai, j'ai 70% de mon chiffre d'affaires à réaliser. J'ai pas le droit à l'erreur. Et le stolon, on le plante au mois de mai. Donc, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas produire 33 000 plants de fraises et assurer la quantité pour le fruit à mes clients. C'est pas possible. Donc, du coup, tu les plantes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça met à mûrir une fraise? Alors, pour celle-là, je les ai plantées en décembre. Comme tu as pu voir, on est 15 mars. Il n'y a pas encore de fruits. Ils sont formés, mais ils n'arrivent pas à mûrir. Pourquoi? Parce que simplement, j'arrive pas à avoir une régularité climatique. Il me faudrait une vingtaine de jours avec le même climat pour que la plante elle puisse s'acclimater et pas avoir froid, chaud, froid. Là, tu vois, on a un peu de soleil, mais du vent froid. Ça veut dire qu'il va arriver une vague de froid. Donc là, je vais maintenir mes fraisiers hors gel. Donc je ne chauffe pas, ça me permet à ma fleur et à mon fruit de ne pas geler. Je maintiens la température de la serre à 0. Ok, voilà. D'accord. Et après tu vas la ramasser quand? Eh bien je vais la ramasser quand je vais voir les premiers fruits. Moi je pense que là dans un mois, j'ai les premières sûres et certains. Même moins 3 semaines si le temps est clément. D'accord, ok. Et donc ça, après, pendant combien de temps tu peux ramasser les fruits? J'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à octobre, la saison de la fraise. Jusqu'au gelé, exactement. Ouais. Je peux pousser long, jusqu'au gelé, sauf pour la précoce. D'accord. Les fraises précoces, Gariguette, Cléry, ça, c'est des variétés que je vais racheter en juin. Et je vais faire un peu de diversité légumière pour mon papa, pour lui filer un coup de main. Parce que c'est pas facile de travailler le sol. Et en hors-sol, on a quand même une sécurité de ce qu'on peut produire. Ouais, ok. Du coup, ça va m'amener à la minute économie du podcast que je fais toujours avec toi. Elle va être très grande, la minute économie. Ça va être plusieurs minutes parce que ça m'intéresse énormément. Déjà, donc tu travailles avec des fruits qui sont extrêmement saisonniers. Tu le dis, au mois de mai, je fais 70% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est un vrai danger pour ton exploitation et pour toi. C'est très dur. Franchement, c'est très dur parce que du coup, j'ai pas le droit à l'erreur et en plus de cette pression, j'ai pas le droit de me louper non plus au niveau de mes ventes. Il faut savoir que le fruit rouge, je ne le conserve pas. C'est-à-dire que c'est un fruit que je ramasse et que j'emmène de suite à mon client. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. C'est vrai que 33 000 plants de fraises, en gros, je suis capable d'estimer le tonnage que je vais ramasser avant même de le ramasser pour pouvoir le vendre à l'avance à mes clients. Donc j'ai une double pression. C'est-à-dire que j'ai engagé ma vente avant même de savoir si je vais pouvoir la fournir. Donc il faut que je sois capable de voir à l'œil ce que je vais pouvoir ramasser et ce que je vais pouvoir vendre. Après, il y a un autre point qui est très délicat avec ma saisonnalité, c'est que pendant 6 mois, j'ai aucune rentrée d'argent. Pendant 6 mois, je vis sur mes réserves. De novembre, du coup, à novembre mars, à avril. À avril, les premières rentrées d'argent. Donc, il faut que derrière, j'ai des clients qui soient conciliants. Je demande souvent des paiements à 15 jours pour les premières rentrées de fraises parce que j'ai besoin de cet argent pour payer mon personnel. La première année, j'avais moins. J'avais pas 33 000 pieds, mais j'en avais 20 000. Et je ramassais ça toute seule. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à faire. C'est vraiment, j'ai 6 mois de l'année pour rentrer de l'argent, pour faire vivre mon entreprise sur l'année. Et j'ai 6 autres mois où je vis sur des réserves, donc j'ai pas le droit à de grosses dépenses, je peux pas sortir de l'argent comme ça de mon entreprise. Tout le moindre centime est calculé, mais c'est aussi ça, être jeune installé. Quand on s'installe et qu'on est jeune, on n'a pas de trésorerie. Et on a aussi des difficultés à se tirer des salaires. Moi, la première année, j'ai fait 400 €. La deuxième, 600. La troisième, 800. Voilà, j'ai augmenté par palier. Si j'avais pas eu ma famille qui m'avait soutenue dans ce projet, j'aurais été agricultrice et à la rue. Ouais. Donc, c'est des métiers où on est très peu valorisé. Et j'ai vraiment foi en ce que le consommateur, il change son regard sur l'agricole. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de conserver une certaine économie alimentaire, enfin une autonomie, alimentaire. C'est très important. On ne peut pas dépendre d'autres pays pour nourrir la France. Bien sûr. La France, et puis je pense que les Français sont demandeurs du local. De plus en plus, ça revient, tu l'as dit. Et j'espère que ce ne sera pas un phénomène de mode parce que nos métiers sont vieux. On fait des métiers
métiers qui sont millénaires et on peut pas tout le temps s'adapter. C'est trop difficile. Il faut que le consommateur s'adapte aussi à nous. Et c'est vrai qu'en tant que jeune installée, la première année, je me suis demandé pourquoi... ça m'émeut. Je me suis demandé la première année pourquoi je me battais pour nourrir les gens si les gens ils se permettaient de dégrader le milieu rural ou alors qu'on en a besoin, parce que comme on le dit, moi je le vois avec mes clients, les gens ils me disent tous oui, mon grand-père, mon arrière-grand-mère, ma cousine, mon oncle, mon cousin, mon père, ma mère, on avait des petits jardins, je viens d'une famille agricole, comment on a pu perdre tout ça en 20 ans? Comment tous mes confrères ils ont pu disparaître? Comment on a pu parler d'autant de malchance dans le milieu rural? On a des beaux métiers, je pense qu'il faut apprendre à faire confiance aux agris qui sont en face de nous, il faut apprendre à les découvrir, il faut apprendre à partager. C'est l'agricole, c'est autant consommateurs ou la nouvelle génération qui veut s'installer, c'est hyper important qu'ils apprennent, qu'ils soient à l'écoute et qu'ils apprennent et qu'ils regardent. On est tous concernés par l'environnement de demain et c'est surtout qu'on est tous responsables de ce qui se passe. C'est un véritable engagement et je pense que soutenir nos exploitations, mais c'est pour nous, moi le seul mérite que j'ai, c'est pas quand je vends mon produit, hein. Le mérite que j'ai, c'est le client qui revient me voir en me disant oh là là, ce que j'ai retrouvé dans mon assiette, ça avait le goût d'antan, quoi. Là, ma récompense, elle est là, mais elle s'arrête là. Sinon, je subis le temps, je subis les changements de saison, je subis l'importation des insectes qui sont nouveaux. Il faut toujours plus se battre. Je subis aussi l'éthique des gens. Les modes, elles vont très vite, hein. Les gens ils préfèrent maintenant une salade en poche qu'une salade normale, alors que c'est la même chose. Et en plus, la poche, ils vont la payer plus cher. Donc c'est vrai que j'ai foi au monde de demain, mais des fois on se pose des questions. Ouais, bien sûr. Ce que tu es en train de dire, c'est que le consommateur, dans ses choix de consommation, il faut qu'il vous soutienne et qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Moi, ce que je veux surtout dire aux consommateurs, c'est qu'acheter français, ça vaut pas plus cher. C'est pas vrai. Acheter français, ça vaut pas plus cher. C'est juste que le temps est de l'argent maintenant. Et c'est l'organisation du temps que ça requiert. C'est une organisation différente de venir nous trouver. On peut pas livrer à la porte, de cuisiner, tout ça. Et elle est là l'importance, c'est que vraiment, c'est une question d'organisation et pas une question économique. Et ce que je voudrais que les gens vraiment imprègnent, mais c'est faisable. Moi, j'ai plein de familles avec des enfants. Les enfants, ils ont jamais vu de tracteur. Ils voient un tracteur, ils voient une serre. Voilà, et ça les fascine. Et puis, ça permet inconsciemment à l'enfant, mais déjà de sauvegarder le monde de demain, parce qu'il aura déjà imprégné cette image, l'image du marché, l'image de son père qui choisit, il entend dire pomme de terre primeur, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus, mais la pomme de terre primeur, c'était la première patate, c'est une patate qui est sans peau, qui a un sucre fantastique. Alors celle-là, c'est des frites 100%, mais les gens, ils savent plus tout ça. Ouais, ils savent plus, et du coup, on rééduque en même temps, en plus de la difficulté de notre travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais je pense que c'est quelque chose que le consommateur, il peut faire tout seul. Oui, bien sûr. Et ça m'amène à la question de l'auditeur que je vais un peu compléter en amont de quelques chiffres. Mais en France, on produit 57 000 tonnes de fraises. On en mange 140 000 tonnes. Donc le reste vient de l'extérieur. Et la question de l'auditeur, c'est celle de Laura qui te demande, est-ce que toi, tu sens la concurrence notamment de l'Espagne là-dessus sur le marché des fraises et est-ce que tu en pâtis? Alors moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, ce qui me rend triste, c'est quand je vois dans le rayon une barquette qui est faite à côté de leur maison et qui vont prendre de l'espagnol parce qu'elle va être moins chère. Voilà. Après, je pense que moi, je veux pas critiquer mes confrères non plus parce que c'est d'autres normes. Malheureusement, on n'est pas sur les mêmes normes en Espagne qu'en France. C'est vrai que je pense que si à l'heure actuelle en France on n'a plus ces 140 000 tonnes, c'est aussi parce qu'on l'a voulu et que le consommateur à un moment donné a fait le choix de ne plus acheter local et d'acheter peut-être aussi hors saisonnalité. Je pense que si le consommateur il achète plutôt ma barquette que du côté Espagne, on peut réduire ça et puis on peut dire à des jeunes de s'installer parce qu'il y a aussi une vente à faire et une sécurité de production. Il y a des débouchés. Et il y a des débouchés, exactement. Merci Laura pour cette question. Remercie Laura. Et alors on a parlé un peu de tes cerises, mais très rapidement, tu les as lancées, c'était un investissement de 90 000 €, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi tu t'es diversifiée dans les cerises, comment tu t'es financée et comment tu te comptes te financer à moyen terme? Alors pour le financement, pour moi déjà c'est une partie très compliquée. Bon, là il me faut 5 minutes parce que là les cerisiers c'est projet cœur. Là c'est projet cœur, ça c'est 4 ans de travail. Là il y a eu vraiment du sacré boulot et on est fiers
fière de présenter ça aujourd'hui. Alors, les cerises, déjà, au niveau du financement, moi, c'est très compliqué. Vu que je suis jeune agricultrice, je suis déjà très, très juste au niveau des banques. J'ai fait en tout 170 000 euros d'emprunt pour faire l'hectare de serre que tu as vu là, démonté par mes soins et remonté par mes soins pour que ça me coûte moins cher. Et à 170 000 euros, déjà, j'ai les banques qui commencent à devenir frileuses. Donc, c'est mon papa qui a emprunté pour les cerisiers. Donc, c'est un projet qu'on fait ensemble parce que moi, je suis la tête pensive dans le sens où j'ai déjà la partie production grâce aux fraises que je connais et je peux pouvoir emmener. Le fruit rouge, maintenant, je pense que je commence à être calée, même si on en apprend tous les jours. Et mon papa, il a le côté, on va dire, du pilier. Vraiment, c'est lui qui va porter le projet financièrement. C'est un projet qu'on a vu en Italie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut raisonner de manière à ce que l'agriculture de demain, elle passe par plusieurs pays aussi. Les techniques d'évolution, c'est pas qu'en française. Et j'ai été voir comment ils se débrouillaient pour faire du fruitier en Italie. Et ils ont des nouvelles méthodes de palissage, enfin pour faire pousser du fruitier qui sont magnifiques. Donc je suis partie en Italie voir ça. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur, j'ai voulu le ramener aussi en France, qui sont quelques-uns déjà à faire ça en Gironde, mais on va être le premier sur la métropole. Donc en fait, ça consiste sur nos cerisiers. On a choisi une variété type Burla, qui va faire du gros calibre. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que les gens, ils devenaient un peu plus frileux à acheter tout ce qui était petit. C'est une question d'esthétisme. Dans la barquette, quand on va avoir plein de petits, on va avoir tendance à se dire que les deux grosses, elles vont être plus juteuses que les si petites. Alors du coup, on est parti sur un choix de grosses variétés et c'est une nouvelle méthode de travail. On a planté 2125 arbres sur 8000 m². Donc ça consiste à rapprocher les arbres qui vont être espacés à 80. Donc on va avoir 125 arbres par rang. Et on va les palisser, donc c'est-à-dire on va faire comme une grande haie et on va les recouper la tête à 2,50 m pour que l'arbre s'épaississe. D'accord. Au lieu de monter, il va s'épaissir. Et du coup, c'est aussi des nouvelles méthodes de travail pour nos salariés parce que les arbres comme avant, les planter à 10 mètres ou 20 mètres chacun qui faisaient des grosses boules, il faut les ramasser à l'échelle. Donc nous, on voulait supprimer tout risque lié au salariat. Donc ça, déjà, progrès en réussite. Ouais. Encore dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail. D'améliorer les conditions de travail, c'est important pour les équipes de demain parce que les jeunes, ils sont forts mais fragiles à la fois. Donc c'est compliqué de trouver aussi du personnel pour nous. Et aussi pour pouvoir sécuriser notre verger. Donc on va faire ce qu'on appelle un abri climatique par-dessus pour essayer, comme mes serres, de créer un microclimat sous cet abri climatique et surtout de le protéger des intempéries parce qu'on ne peut plus se permettre de planter et de ne plus ramasser derrière. Ouais. Oui, parce que toi, on l'a dit, tu as peu de trésorerie, donc ça peut être fatal pour ton exploitation. Ça, c'est fatal. À chaque fois, on perd de l'argent, que ça soit les nuisibles ou le temps. C'est très compliqué. Très compliqué. Donc sur ces cerisiers, j'ai choisi de faire un parrainage. Je fais une campagne Ulule qui va être en ligne très très prochainement. Oui. Je mettrai le lien quand l'épisode il sortira pour que les gens puissent participer et t'aider en fait à financer ce projet-là. Merci beaucoup. Si vous voulez être parraine d'un cerisier, c'est le moment. Voilà, c'est ça. Merci. Et donc ça, tu as besoin de ce parrainage-là et de cette aide financière justement pour t'alléger un peu les charges, tous ces crédits et tout ça, et pour avoir un avenir un peu plus rose, quoi, un peu plus tranquille en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est pour avoir un avenir plus tranquille et aussi pour sensibiliser les gens. Parce que je pense que si les gens ils s'impliquent en donnant ne serait-ce que même 1 euro symbolique, nous, c'est déjà une grande aide. Et eux, ça va leur permettre de se dire « Ah, mais j'ai contribué à ça, j'ai fait partie d'un beau projet ». Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les métropoles, elles financent la plantation d'arbres fruitiers à 100%. C'est remboursé par l'Europe. Le privé, non. D'accord. Donc nous, on est en train de planter un poumon vert parce que c'est des arbres. Les arbres, ça donne de l'oxygène. Il ne faut pas l'oublier qu'on respire tous grâce à l'arbre. Et c'est vrai que le fait d'impliquer mes clients, je pense qu'aussi ils seront plus sensibles à nos méthodes de travail et ils se sentiront vraiment impliqués dans notre exploitation. Donc c'est aussi le but. Et puis dans 20 ans, l'arbre, il sera toujours là. Ouais. Et même après nous. Même après nous. Et alors après, je voulais revenir un peu, je vais fermer la minute économique qui était très longue aujourd'hui, mais sur ton parcours, tu t'es lancé à côté de ton père. Tu as quand même fait le choix d'avoir ta structure à part, Fraisiflore. C'était important pour toi d'être autonome et d'avoir ton truc à toi, parce que finalement, tu aurais pu presque bosser dans la lignée de ton père, avec ton père tous les jours. Et c'était hyper important, déjà parce que je suis la première femme de ma famille à reprendre une exploitation agricole. Donc je veux dire à toutes les femmes qui nous écoutent, on est toutes capables de réaliser des projets
comme un homme, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est des métiers durs parce que nous, on a le corps qui change, mais c'est des métiers très durs. Mais on peut tous y arriver et c'est vrai que non, c'était important pour moi puis de montrer aussi à mon père que je suis capable et de montrer aussi aux gens que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont capables de faire véritablement de belles choses, comme toi qui t'intéresses à nous, ou nous qui produisons à manger, ou un jeune qui va créer peut-être une start-up de demain, qui va trouver des solutions à beaucoup de choses, environnementales, économiques. Non, moi j'ai foi en notre génération. J'ai foi. Justement, tu disais, je suis très jeune, mais c'est quoi, toi, ta vie en dehors de l'agriculture? Est-ce que tu as le temps de sortir? Est-ce que tu as le temps de voir des copains? Ou c'est une vie de sacrifice, presque comme un sportif de haut niveau, quoi? C'est des métiers où il faut être passionné, comme les sportifs de haut niveau. Tu peux pas faire ça si t'as pas de passion. Moi, j'ai pas de sortie. J'ai été très malade l'année dernière à cause de tout ça, parce que j'ai l'impression, toujours, je rentre, j'ai fait ma mission qui est de nourrir les gens, mais je me sens pas épanouie parce que j'arrive pas à avoir de logement. Je peux pas me loger. Je suis agricultrice. J'ai beaucoup de mal à emprunter parce que mes revenus, ils sont pas sûrs et certains. Donc si j'avais pas eu ma famille, j'aurais été agricultrice à la rue. C'est compliqué pour moi aussi de créer une relation un peu plus sentimentale parce que je vis pour mon travail. J'y suis du lundi au dimanche H24 quand il faut. Les plantes, elles attendent pas, elles ont besoin de moi. Et c'est vrai que si j'ai pas des gens autour de moi qui sont compréhensifs avec ça et il faut qu'ils comprennent si je réponds pas au téléphone, que c'est parce que je suis en train de faire quelque chose d'important. Mais j'ai des bons amis et j'ai des bonnes personnes qui m'entourent et ça m'a redonné confiance en ce que je peux faire demain ou ce soir. mais toi, t'as vraiment ça dans le sang. Aujourd'hui, quand même, malgré toutes ces difficultés-là, la question, elle se pose pas de continuer, j'ai l'impression, non? Elle s'est posée. Ouais. Elle s'est posée parce que c'est vrai que j'ai la peur. Moi, je tiens à l'aspect économique de ce que les clients veulent faire. Donc c'est vrai que si demain tout le monde nous tourne le dos, je ne peux plus exercer parce qu'il n'y aura plus personne pour acheter, au-delà des problèmes de production aussi. Mais c'est vrai que tous les enfants qui sont issus d'un domaine agricole, je pense qu'ils vont savoir de quoi je parle. C'est vrai qu'on a la responsabilité du patrimoine. Pour nous, c'est un patrimoine vivant et c'est un patrimoine qu'on veut conserver. Moi, il est hors de question, moi vivante, que mes terrains, il y ait un immeuble. Moi, je pense qu'il faut garder l'agriculture en périphérie urbaine. C'est vraiment important que les gens aient la proximité du local et qu'ils n'aient pas des kilomètres et des kilomètres à parcourir pour pouvoir se nourrir. Moi, je pense qu'on a tous notre place dans l'urbanisation, mais je pense que l'agricole, on l'a poussé un petit peu, on l'a excentré des villes et après il y a eu des problèmes économiques engendrés par ça parce que tous les producteurs regroupés ensemble, forcément les cours chutent, on se grappille un peu la pomme et c'est pas forcément l'agriculteur après derrière qui va gagner de l'argent. Moi je pense que j'ai la chance d'avoir l'accessibilité à la ville par la rocade. Je suis une sortie de rocade. On l'a pas dit, mais c'est ce que je voulais dire. T'es à Bruges, on est vraiment à 2 pas de Bordeaux. En fait, on sort de la rocade, on est chez toi. T'es vraiment dans un cadre périurbain, quoi. Les gens, quand ils viennent chez moi, ils disent « Mais moi, j'y crois pas en voiture d'être au milieu des serres alors que je suis dans Bordeaux. » C'est vrai qu'on n'a pas la conscience. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'on nous le dit, mais il y a le tram juste au bout, la gare de Bruges qui est juste à 5 minutes à pied. Et c'est vrai que non, moi je pense qu'on doit faire partie du paysage et qu'il ne faut pas juger par le biais des pesticides. Parce que le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est les vignes. On voit les vignes mais les vignes, elles étaient là avant les habitations. Donc il faut se résoudre. S'il y a un crapaud qui chante, s'il y a un coq qui chante, s'il y a un tracteur qui passe, normalement ça doit faire partie du paysage. Il ne faut pas oublier qu'avant à Bruges, il y avait plus de 700 agriculteurs sur Bruges. Je suis le dernier officiel, un des derniers officiels. Ça y est, il n'y a plus d'agri, il n'y a plus. Le radis était béglé avant. On disait le radis rose de Bègle. Ça fait longtemps que le radis s'est noyé à Bègle. Il n'y a plus de radis non plus. Donc je pense que c'est important de le conserver. Ouais. Bien sûr. Parfait. Et je vais passer à mes questions de fin maintenant. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fière à toi d'être agricultrice ? Moi, il y a plein de choses. Déjà, c'est de me servir de mes mains tous les jours. Des fois, les gens, ils me pensent peut-être un peu plus loufoque, parce que j'ai l'impression parfois de comprendre plus que la nature, que la société dans laquelle on évolue. Et c'est vrai que c'est mon combat. Moi, je veux me battre pour que les enfants, déjà, je suis jeune, j'ai 25 ans, mais moi, quand je vois déjà un petit gamin de 5-6 ans, là, je le vois jouer et dire « Maman, on va manger quoi ce soir ?» Et moi, je suis fière de me dire c'est moi qui vais lui apporter ça dans l'assiette. Je suis fière parce que je sais que le gamin, il évoluera dans de bonnes conditions. Je suis fière que les parents ils puissent montrer des choses qu'ils ont eux-mêmes connues, mais qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir transmettre derrière. Je suis fière de... Non, c'est de l'éducation. Moi, je pense que c'est ça qui me tient.
Si demain j'ai plus ça, j'ai plus de raison de faire mon travail. C'est vraiment le contact humain, le contact social, le fait de réconforter les gens, de leur réapprendre. Les gens, ils ont envie de savoir la saisonnalité, ils l'ont perdu. On ne sait plus quand pousse un chou. Le chou, il se plante en plein juillet. C'est très dur à faire. Il y a un arrosage très rigoureux pour pouvoir le manger en hiver. Il y a 5 mois. Moi, la fraise, les premières fraises, il y a 5 mois aussi de plantation. C'est très long de voir pousser un légume. Donc, quand on a les gens qui le mangent et qui viennent voir en disant « Alors là, l'assiette, c'était super, c'était hyper bon. » Là, la récompense, elle est là. Génial. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis où il y a des fraises sur la table? Bien sûr. Alors, moi, je vais vous apprendre quelque chose. La fraise, en fait, c'est pas vraiment le fruit-graine. Le fruit-graine, c'est les akènes. Les akènes, c'est la petite graine qui est sur le côté. En fait, vous avez le fruit et vous avez plein de petits points un peu jaunâtres. Ouais, je vois. Et en fait, ça, c'est les akènes. Donc, quand vous plantez une fraise, bon, là, vous allez avoir plein de pieds qui vont sortir au même endroit. Le secret, ça serait si vous voulez planter des fraises dans votre jardin, vous prenez une fraise, vous la faites sécher sur du sopalin, de manière à pouvoir gratter après ces petites graines. Vous les faites germer dans un petit coton. C'est une activité super aussi à faire avec les enfants. Et vous aurez vos petits pieds à planter dans le jardin. Alors, pour le particulier, ça va. Moi, je vais pas faire ça avec mes 33 000 pieds. Mais du coup, tu es en train de nous dire que la fraise, c'est un faux fruit, que le vrai fruit, c'est les trucs jaunes qu'il y a autour de la fraise. J'ai plus rien à t'apprendre, Louise. Tu vas m'embaucher. Tu côtoies trop d'agris, c'est fini. Je suis trop feignante. Tu pourras pas m'embaucher. Oh si, tout le monde peut ramasser de la fraise, tout le monde. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou suivre ton actualité? Alors moi, je vais travailler essentiellement en circuit court. Donc il faut savoir que je nourris des écoles, des lycées, des collèges, la collectivité également. Je nourris aussi une grande surface, j'approvisionne, que je remercie aussi parce que grâce à elle, j'ai pu écouler pendant la crise sanitaire tous mes fruits qui n'avaient pas pu être pris par les collectivités. C'est quelle grande surface? C'est le petit Intermarché qui est juste à côté de chez moi. Et après, on peut me retrouver sur les marchés. Notre AMAP à Bordeaux-Centre, le marché de Bruges au Tasta, tous les mercredis après-midi. Et on peut nous retrouver également sur la vente à la ferme, tous les vendredis après-midi et les samedis matin. Mais j'indique tout sur les réseaux sociaux. Sur ma page Facebook, c'est le potager à la ville et Fraisiflore. Donc, si vous tapez l'un ou l'autre, Fraisiflore ou le potager à la ville, vous allez retrouver notre page. Et j'indique toujours tout et il y a toute l'actualité. Donc, j'ai une double casquette. Voilà, communicante agricultrice. Communicante agriculteur. C'est ça. Parfait. Voilà. Et surtout, on partagera ta cagnotte Ulule pour que les gens puissent participer. Aidez-nous. S'ils peuvent. Aidez-nous, merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci Floriane pour ton accueil. Merci Louise. Merci tout le monde. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.